On va donc démarrer cette troisième table ronde de la journée. Michel Perrault après nous. Nous avons préparé, ça a été un grand plaisir, cette table ronde avec Isabelle Claire, ce qui montre que décidément le MAJ n'a aucun problème avec l'intersectionnalité. Là, c'était genre et génération, genre et âge. C'est donc un très grand plaisir. Alors, nous remercions beaucoup les participants à cette table ronde que nous avons donc intitulée « Travail, genre et féminisme d'hier à demain ». Les participants par ordre alphabétique qui sont Christelle Avril, sociologue, Université Paris 13 Iris, maîtresse de conférence, Laure Bérény, sociologue et politiste, EHESS, ENS, chargée de recherche au CNRS, Danielle Kergoat, sociologue, CRESPA, Université Paris 8, directrice de recherche honoraire au CNRS, Michel Lallemand, sociologue, professeur, CNAM Lise, Nathalie Lapère, sociologue, Université de Toulouse Jean Jaurès, maîtresse de conférence. J'ai oublié quelque chose? C'est parfait. Et puis Kamala Marius, Université de Bordeaux-Montaigne et Institut français de Pondichéry, maîtresse de conférence, UMR, LAM, Sciences Po, Bordeaux. Donc, travail, genre et féminisme d'hier à demain. Quelques mots de présentation de l'optique qui a été la nôtre dans cette troisième table ronde, qui va être la nôtre dans cette troisième table ronde, pour dire qu'au fond, le titre du colloque nous invite à nous inscrire, comme tout anniversaire, dans une histoire, celle du MAJ, mais aussi dans une affirmation, celle de la centralité du travail. Je travaille, donc je suis. Centralité du travail pour comprendre, on l'a bien vu depuis ce matin, pour expliquer les logiques de domination qui caractérisent le statut des femmes. Mais bien sûr aussi, on a voulu inscrire cette affirmation dans un débat en trois temps qui a été marqué par ces trois tables rondes. Comme vous l'avez vu ce matin, la première table ronde est revenue sur les forces du MAJ, les objets privilégiés au cours de ces 20 ans. Le travail est central, a été central dans nos activités, et il s'est agi de mettre en relation genre et marché du travail, considérer qu'à côté de la division sexuelle du travail, la division sexuelle de l'emploi, et dans une perspective multidisciplinaire, saisir l'ensemble des processus sociaux, économiques, juridiques, politiques, organisationnels qui structurent le marché du travail. La seconde table ronde, elle est aussi partie de la centralité du travail, mais on vient de l'entendre, pour donner à voir le renouvellement des objets et partant des questions de recherche qui traversent désormais les travaux réalisés au sein du réseau MAJ. Le travail recouvre désormais une pluralité d'objets et d'options théoriques, notamment au sein des études genre, et on a entendu plusieurs récits passionnants de rencontres du genre et du travail au sein de diverses disciplines et objets de recherche. Alors, notre troisième table ronde, travail, genre et féminisme d'hier à demain, eh bien, nous souhaitons aussi, dans cette table ronde, interroger les renouvellements d'objets et d'approches. Alors, pour situer plus précisément encore notre objectif, notre idée dans cette troisième table ronde, dans notre débat d'aujourd'hui, on a imaginé un point d'interrogation. Je travaille, donc je suis, point d'interrogation. On ne sait pas encore comment on va répondre. Je pense que je sais déjà comment on va répondre, mais enfin bon, la question est ouverte. Parce que depuis la création du MAJ, au fond, la place du travail au sein des études de genre en France s'est modifiée, entraînant une interrogation ou des interrogations sur l'évidence de sa centralité. D'une part, le travail peut apparaître moins prédominant qu'avant dans l'ensemble des objets privilégiés désormais par les études de genre. D'autre part, il se peut que le travail n'apparaisse plus toujours comme l'enjeu central. Et dans certains cas, il n'est pas l'enjeu central de rapports hiérarchiques et de rapports de domination entre hommes et femmes, entre masculin et féminin. Et par conséquent, il peut apparaître alors moins qu'avant comme le ressort principal de la libération des femmes.
Alors cette question générale peut se décliner en plusieurs questions plus spécifiques que je vais vous présenter très rapidement avant de laisser la parole aux participants à cette table ronde. Tout d'abord, la centralité du travail comme enjeu privilégié des rapports sociaux de sexe et du genre, comme enjeu à privilégier dans la lutte pour la libération des femmes, est-elle mise en question par le développement d'analyses qui prennent centralement en compte les articulations entre genre, race et sexualité ? D'autre part, dans le contexte du développement du nouveau capitalisme et du néolibéralisme et dans un contexte de forte transformation du travail, l'accès au travail rémunéré continue-t-il de constituer la base de l'autonomie et de l'émancipation des femmes ? Par ailleurs, la ségrégation sexuée du travail peut-elle être appréhendée sous un jour nouveau en tenant compte notamment des sexualités et de leur hiérarchisation ? Enfin, c'est un enfin très provisoire, les évolutions qui caractérisent le domaine des études de genre depuis le début des années 2000 ont-elles participé à appréhender le genre aussi en dehors de l'analyse du travail? Et la question sera alors interrogera plus centralement les renouvellements générationnels qui marquent ce domaine d'études et l'émergence ou le développement de questionnements féministes dans des disciplines où ces questionnements étaient jusque-là rares ou même inexistants pour certaines d'entre elles. Voilà, ce sont des questions que nous allons donc à présent tenter d'éclairer avec les participants à cette table ronde qui nous font le plaisir d'être ici en cette fin de journée de colloque. Nous les remercions encore d'avoir répondu à notre invitation. Ce qui nous intéressait notamment, c'est que toutes les personnes autour de cette table incarnent une diversité de points de vue théoriques, d'ancrage disciplinaire, de génération, de champs de recherche qui nous semblaient nécessaires à la tenue de ce type de débat. Alors la première question va donc s'adresser à Daniel Kergoat. Et comme pour les autres participantes et participants, il s'agira d'une question en deux temps. Et comme dans les autres tables rondes, Daniel aura 2 fois 5 minutes pour y répondre. Mais l'originalité, parce que nous aurons eu toutes les variantes depuis ce matin, c'est que nous posons les questions, nous les enchaînons. C'est-à-dire que nous posons une première question, puis une deuxième question. Donc ouais, voilà, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Je vais dire bon. Donc voilà. Donc question à Daniel. Daniel, toutes et tous le savent ici, tes travaux ont accordé et accordent encore une large place au travail comme enjeu des rapports sociaux de sexe. Alors ce qu'on aimerait, ce que tu nous dises, c'est au fond quelles étaient et quelles sont encore aujourd'hui, à ton avis, les raisons épistémologiques, mais aussi politiques et féministes qui plaident pour une affirmation et si besoin une réaffirmation de la centralité du travail dans les études de genre. Daniel. Alors, merci Jacqueline et merci Isabelle. Il me semble qu'on confond trop souvent le travail comme terrain et le travail comme concept. Qu'on confond sous ce terme épistémologie et méthodologie. Ce qui donne des critiques comme « mais tout n'est pas travail, le travail n'est pas dans tout ». On a tout entendu ça. J'en suis bien d'accord. La puissance du travail comme terrain tient à son ubiquité dans le temps et dans l'espace, mais en aucun cas à ce qu'il serait le seul objet important. Quant à sa puissance comme concept, elle tient, comme nous l'avons défini collectivement, au fait qu'il est à la base de la production du vivre en société. Alors certes, le travail, c'est trivial. Il n'est qu'une manifestation parmi d'autres des activités humaines. Mais il est central, tant sociologiquement que politiquement. Sociologiquement, car c'est le médiateur par excellence des rapports entre l'individu et la société. Pensons par exemple au livre de Baudelot et Golac, « Travailler pour être heureux ». Mais aussi, car c'est un moyen privilégié pour, à travers les pratiques sociales afférentes au travail, appréhender concrètement les rapports sociaux. Central politiquement, car c'est par le travail que s'organise l'exercice du pouvoir dans nos sociétés. Mais c'est aussi par le biais du travail que l'on peut poser le problème de l'émancipation. Bref, comme le disait Jean-Marie Vincent, le travail est une activité paradigmatique. Par ailleurs, le rapport au travail, cette fois non plus le travail, mais le rapport au travail, travail salarié et travail domestique, est quant à lui d'une importance capitale pour saisir certains ressorts de la formation des collectifs et de la subjectivité individuelle. Comment je me construis au travail ? Quel sens je donne à ce que je fais? Comment je me définis individuellement et collectivement au travail?
Alors, l'activité de travail est paradigmatique car elle mobilise la subjectivité, l'individu et le collectif, les pratiques matérielles et les pratiques idéales, la servitude volontaire, mais aussi les résistances et les révoltes. Et la puissance de ce paradigme est d'autant plus grande que l'on reprend la définition féministe du travail. C'est une activité recouvrant tant la sphère professionnelle que la sphère domestique. C'est donc la production et la reproduction sociale, le privé et le public qui sont pensés conjointement. Utiliser l'outil de la division sexuelle du travail qui pense dans un continuum le travail salarié et le travail domestique est la seule manière de prendre en compte l'ensemble du travail socialement effectué, quel que soit son lieu d'exercice et qu'il soit gratuit ou rémunéré. Et ce travail redéfini permet de penser les rapports sociaux de sexe caractérisés par l'exploitation et l'appropriation. Qui travaille pour qui, à qui profite ce travail? Alors le travail comme terrain maintenant, la centralité du travail est d'ordre épistémologique, nous venons de le voir, mais elle a aussi partie liée avec les transformations qui caractérisent les sociétés contemporaines. Or, à lire certaines littératures, on a parfois l'impression que le travail n'est plus central pour comprendre le genre. Plus exactement, que la réflexion sur le sexe du travail a été épuisée et qu'il s'agit d'un objet dépassé, bref, qu'il serait souhaitable désormais de thématiser le genre autrement. Alors, certes, les travaux ont été nombreux, mais pour autant, peut-on actuellement faire l'économie d'une réflexion sur le travail? La mondialisation et son cortège de migration, le néolibéralisme et le chômage, le précariat, la montée des inégalités, tous ces phénomènes qui balayent d'un vent froid notre société, tous ces phénomènes doivent être pris en compte si l'on veut comprendre l'évolution du groupe social femme, ses divisions, nouvelles ou pérennes, les points d'affrontement avec la classe des hommes. Inversement, ces métamorphoses du travail ne peuvent se comprendre complètement qu'avec l'outil de la division sexuelle du travail. Alors, faire une lecture sexuée du monde du travail et inversement lire le genre avec les lunettes du travail, cela a donc des vertus heuristiques puisque cela permet de mettre en évidence les rapports sociaux en présence de sexe, de race, de classe et leur interaction. Et cette redéfinition ouvre aussi sur le travail comme production de soi, comme enjeu de lutte potentiellement unificateur, comme levier possible de solidarité et d'émancipation collective. Finalement, la sociologie féministe telle que je l'entends, sociologie du travail, sociologie du genre, est bien une sociologie critique en ce qu'elle ne se contente pas de décrire la réalité et de chercher à l'expliquer, mais qu'elle dénonce aussi les mécanismes de domination, non pas d'ailleurs comme une pathologie ou un dysfonctionnement, mais comme une forme de structuration du social et qu'elle les articule avec les processus d'émancipation. Merci Daniel, 4 minutes 59. Donc, effectivement, je crois qu'on a bien entendu, Daniel, ce que tu dis avec force et, je veux dire, d'une certaine manière, évidence précisément, mais la centralité du travail n'est-elle pas, malgré tout, remise en cause du fait de développement d'analyses centrées sur les articulations, notamment entre genre, race et sexualité? Et puis, pour aller un petit pas plus loin, quelle est la place du travail dans l'analyse de la multiplicité des oppressions? Alors, pour répondre, il me semble qu'il faut décliner cette question à 3 niveaux. Le premier est celui de la place du travail dans les études universitaires de genre. Alors, cette place s'est incontestablement modifiée avec l'apparition, par exemple, des études postcoloniales sur les sexualités, le corps, etc. À ce niveau académique, les choses se pensent là indéniablement en termes de concurrence, en tout cas aussi en termes de concurrence, et ça ne me semble pas le niveau le plus intéressant. Mais il existe. Le deuxième niveau est celui du mouvement féministe, où la centralité du travail, salarié et domestique, comme support revendicatif essentiel, semble remise en cause par la fragmentation des axes de lutte. Reste cependant que le travail reste transversal à maints clivages. Il en va ainsi du débat sur le port du voile dans l'espace salarié ou de celui sur le travail sexuel, la prostitution. Le troisième niveau est celui de la théorie. Le tournant post-structuraliste a impulsé de nouvelles dynamiques de recherche. Importées des États-Unis, les gender studies se rattachent au postmodernisme et centrent l'analyse sur de nouveaux objets.
la hiérarchisation des sexualités, les politiques de subversion des identités, les technologies du corps, etc. Dans une perspective constructiviste, elles viennent renouveler la critique de l'idéologie naturaliste indéniablement. En revanche, et c'est là où se situe l'une des lignes de tension, ces avancées se sont aussi réalisées sur fond d'occultation de la question du travail et de l'exploitation. C'est aussi dans ce contexte intellectuel, le post-structuralisme, qu'est apparue la notion d'intersectionnalité. Je cite Sirma Bilge, « C'est le terme privilégié pour désigner l'articulation complexe des identités, inégalités multiples. » Alors cette définition montre les différences avec ce que j'exposais dans la première partie de mon intervention. L'analyse intersectionnelle travaille plus en termes de croisement de catégories, d'identités, de subversion qu'en termes de rapports sociaux, de classe sociale et d'émancipation, et c'est bien pour cela que je lui préfère le terme de consubstantialité. Cela évidemment ne donne pas le même type d'analyse de la multiplicité des oppressions, et la place accordée respectivement au travail est éminemment variable. Il n'en reste pas moins que si ces travaux se disputent la suprématie du pouvoir heuristique de leur dispositif d'analyse, ils peuvent être vus sous certains aspects comme complémentaires. Ainsi, de l'analyse du pouvoir, s'agissant des micro-politiques du pouvoir à la Foucault ou les rapports sociaux de pouvoir traversant l'ensemble de la société et la structurant, les deux peuvent être pensés et travaillés ensemble. Et au-delà, il me semble que les uns, les unes comme les autres, partageons deux objectifs. Un objectif de connaissance des mécanismes de l'oppression qui exige de ne rien nier de leur complexité, mais au contraire de prendre celle-ci pour objet central d'analyse. Pour ce faire, la prise à bras-le-corps de la pluralité des systèmes de domination et de leur enchevêtrement est indispensable. Second objectif, c'est celui, pour parler vite, de la sortie de ces systèmes avec l'émancipation comme horizon. Ces deux objectifs partagés. Alors le travail là-dedans, eh bien, à mon avis, il reste central. Il est un enjeu pour les systèmes de domination, il est un opérateur puissant pour penser le problème du pouvoir, il est au cœur de la multiplicité des oppressions de race, pensons à l'esclavage et du travail, des oppressions de race, de genre et de classe. Mais il n'est pas que cela, car à ce titre, il est potentiellement au cœur des résistances et des luttes. Il est un moyen de la transformation de ces rapports sociaux. Car le travail n'est pas seulement lieu de domination, il est aussi lieu de solidarité et de coopération, lieu de socialisation. Alors j'aurais bien envie de renverser la question. Que perdrait la sociologie du genre si elle n'intégrait pas, à côté d'autres entrées, le travail ? Ne pas penser l'appropriation et l'exploitation, ce serait tout de même amputer considérablement l'analyse féministe des systèmes d'oppression. Ce serait ne plus se poser la question du potentiel subversif du rapport des femmes au travail, salariés et domestiques. Ne plus se poser la question du travail, ce serait ne plus se poser la question, l'accès au travail rémunéré et salarié continue-t-il de constituer la base de l'autonomie des femmes ? Je n'ai pas dit leur libération. Et cela au moment même où la mondialisation jette des millions de femmes et d'hommes, bien sûr, dans le salariat. Pour conclure, je dirais que le travail est bien source d'émancipation individuelle et d'émancipation collective, mais encore une fois, un travail qui serait tombé enceinte, pour reprendre la formule de Louise Van Laak, et un travail qui aurait sur le visage l'arc-en-ciel des couleurs de peau de notre commune humanité. Merci Daniel. Plein de questions pour un débat et précisément nous voulons garder le temps de ce débat. Et c'est pour ça que je me tourne tout de suite vers Kamala Marius, parce que cette question sur la centralité du travail, sur la place du travail dans l'émancipation des femmes, c'est aussi donc dans d'autres contextes que nous souhaitons l'explorer. Et donc c'est Kamala Marius, géographe spécialiste de l'Inde, à qui nous voulons la poser. Et pour préciser les choses, Kamala, à partir de tes travaux sur l'Inde, dans la condition actuelle de la mondialisation, du développement d'un nouveau, entre guillemets, capitalisme ou d'un néolibéralisme mondialisé qui précisément modifie la nature et les conditions de ce travail, est-ce que tu considères que l'accès au travail rémunéré continue de constituer la base de l'autonomie et de l'émancipation des femmes? C'est une thèse qui est discutée par certaines. Qu'est-ce que tu en penses?
dans le contexte indien qui est bien particulier, puisque l'Inde s'est ouvert à la libéralisation économique que dans les années 90, on peut dire, on peut se poser la question. Pourquoi ? Parce que dans le contexte indien, il faut savoir tout d'abord que, en dépit de sa libéralisation économique, amorcée dans les années 80, avec une stratégie de croissance aujourd'hui qui tourne autour de 8%, qui dépasserait même celle de la Chine, ça aurait dû faciliter l'émergence d'un salariat industriel féminin, comme ça s'est passé ailleurs dans le monde. Or, on est dans un développement complètement atypique puisqu'on assiste plutôt à une informalisation massive du travail des femmes en Inde et les processus d'informalisation qui surviennent justement dans le cadre de la mondialisation néolibérale estompent de plus en plus ce clivage formel, informel, notamment à travers la sous-traitance et l'externalisation. D'où vraiment un haut degré de fluidité entre ces activités formelles et informelles et qui ont abouti à des différents degrés de précarité, d'insécurité et de vulnérabilité. Et au final, il n'y a qu'un tiers des femmes qui travailleraient en Inde, alors qu'au Brésil, par exemple, pour comparer à un autre pays émergent, c'est 2/3 des femmes qui sont actives. Même si c'est le grand paradoxe, c'est que ce taux d'activité des femmes recule depuis 10 ans, tandis que celui des femmes reste stable. En effet, sur les 127 millions de femmes actives recensées, 90% d'entre elles sont dans le secteur dit informel. En Inde, il y a l'informel, c'est l'auto-emploi, c'est self-employment, et le travail dit occasionnel, casual labor. Et donc, et aussi, elles sont surreprésentées dans tous les travaux agricoles, puisque tout ce qui est travaux agricoles est considéré comme informel, et les femmes sont majoritaires dans ce secteur agricole, même si à peine 10% d'entre elles ont accès à la terre. Donc, les travaux agricoles, tout ce qui est secteur manufacturier traditionnel à petite échelle, et tout ce qui est surtout emploi domestique, là où les femmes sont extrêmement présentes. Donc, si on tient uniquement compte des femmes rémunérées, 67% d'entre elles seraient concernées par le travail occasionnel, 26% par le fameux auto-emploi et à peine 7% par un travail régulier. Donc on voit bien que même si elles sont, celles qui travaillent sont souvent les femmes les plus pauvres, elles travaillent parce qu'elles n'ont pas eu le choix. Il y a aussi ce phénomène-là encore, qui est très présent, pas seulement en Inde, mais dans d'autres pays du Sud. Elles n'ont pas le choix et pour des salaires nettement inférieurs à ceux des hommes, même s'il y a eu la loi égalité salaire en Inde, mais qui touche essentiellement les femmes de la fonction publique. Et paradoxalement, les femmes, souvent pauvres, préfèrent une certaine flexibilité de l'emploi. Pourquoi ? Pour pouvoir s'occuper de leurs enfants et de leur famille. Et c'est sûr que les conventions sociales ont toujours une influence très forte et le fait de rester à la maison, c'est paradoxal, notamment pour les femmes pauvres, en tout cas les moins pauvres, est souvent considéré même comme le signe d'un statut social élevé. Donc le taux d'activité des femmes, même s'il est plus élevé chez les pauvres, mais il tend à diminuer au fur et à mesure que le revenu augmente. On a cette fameuse courbe en U du taux d'activité en fonction du revenu des ménages. Donc, ce qu'on peut dire, c'est peut-être lié aussi au fait qu'en Inde, les activités manufacturières, le secteur secondaire en tout cas, est faible par rapport à d'autres pays du Sud, puisque ça contribue à peine pour 20%, à l'inverse du secteur des services, par exemple. Et peut-être, on pense, la crise de 2008 aussi a sans doute contribué à cela. Donc, ce qui est important aussi de noter, c'est ces fameuses travailleuses indépendantes, qui sont souvent des femmes à leur propre compte. Et on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, petites entreprises, sont tenues par des femmes. Donc, parler d'émancipation, d'autonomie, en tout cas, c'est difficile de dire qu'il y a de l'autonomie dans ce contexte-là. Notamment, je l'ai vu à travers mes enquêtes, puisque ça fait à peu près 30 ans que je travaille sur le terrain indien auprès des femmes plutôt pauvres, qui sont généralement intouchables et de basse caste. Donc ça aussi, le paradigme de l'intersectionnalité a toute sa force dans le contexte indien, où on est dans une société très hiérarchisée. J'ai pu remarquer que même les travailleuses qui vont à l'usine ne se plaignent pas, car elles sont contentes quand même de pouvoir avoir accès à ce fameux travail à l'usine,
alors que les femmes, leurs mères, sont toujours dans les champs et leurs filles, pour rien au monde, ne continueraient à continuer à travailler dans le champ agricole. Donc voilà, donc c'est l'émancipation ou l'autonomie est difficilement accessible, et on verra par la suite que mieux que l'émancipation, je préfère parler d'empowerment, comme l'a fait Angela Davis la première. Merci beaucoup, Kamala. Alors, ceci dit, on a envie d'aller un petit peu plus loin en t'écoutant et, au fond, de te demander en quoi le fait que tu sois, ainsi que tu te définis toi-même, une Indo-French féministe, c'est Isabelle qui a trouvé cette référence que je ne connaissais pas à tes travaux, et une géographe, influe-t-il sur ta façon d'appréhender l'objet travail? De même, au fond, comment ton inscription dans les études postcoloniales et dans une discipline pour laquelle le travail n'est pas traditionnellement un objet central te conduisent-ils à relativiser la question de la centralité du travail? En effet, me positionnant, je dirais, en tant que géographe féministe post-coloniale et en travaillant sur les questions de genre et travail sur un terrain privilégié pour moi qui est l'Inde du Sud, je plaide justement pour un engagement géographique assez inédit. Sur le plan théorique, je me réfère beaucoup au post-colonial studies, puisque mes collègues de la diaspora indienne sont très présentes d'ailleurs aux États-Unis. Je pense à Spivak, à Mohanty, et surtout à ces théories féministes post-coloniales qui sont encore peu mobilisées en France. En tout cas, chez les géographes français, quasiment pas. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas facile dans un monde académique français et de se définir intellectuellement et politiquement, d'ailleurs, comme géographe féministe postcolonial. Et cette conscience féministe n'est pas née d'idées venues d'ailleurs, mais elle a des racines assez proche, puisque j'ai grandi essentiellement entre l'Afrique et l'Inde jusqu'à mes 18 ans. Donc je suis arrivée que pour mes études supérieures. Donc il me paraissait pertinent justement d'avoir une approche intersectionnelle entre le genre, la communauté, parce que la communauté en Inde est très importante, religieuse, l'hindouisme ou l'islam ou le christianisme, la caste, la classe, l'âge, comme je l'ai évoqué, et le lieu, qu'on vive à la campagne, dans le monde rural, dans le monde urbain, dans ces fameuses grandes métropoles aujourd'hui comme Mangalore, Hyderabad ou Chennai ou Delhi. Ça me paraissait tout à fait pertinent, parce que cette analyse fondatrice de l'intersectionnalité met bien en évidence l'incapacité en fait, des politiques publiques indiennes à prendre le caractère multidimensionnel de la subordination à laquelle les femmes pauvres de basse caste sont soumises. Et c'est pour ça que depuis moi les années 80, vivant en Afrique à ce moment, c'est vrai que les féministes of color, avec notamment la figure de proue qu'est Angela Davis, ont su contester justement l'impérialisme du féminisme universaliste, et c'est cela qui m'a interpellée, même en travaillant notamment en Inde. Et l'autre apport de ces féministes of color, ça a été de poser plus en profondeur que ne l'avaient fait les féministes occidentales la question des conditions de production de savoir, comme dit Spivak, qui parle pour qui, quelles sont les voix qui sont entendues dans l'analyse de ces femmes sur les femmes racisées. Dans le contexte indien, c'est castéisé, je dirais. Donc c'est cela qui m'a interpellée, et c'est les travaux de ces subalternes indiens, par exemple, où est mis en avant, on leur a reproché leur essentialisme justement, mais je pense que à juste titre, Spivak parle d'essentialisme stratégique, parce que justement, cela prend en compte des situations d'invisibilité relatives et redonne voix à des sujets dominés, tout en continuant justement de discuter et de contester l'hégémonie de l'essence identitaire. Et c'est pour cela que
Au-delà du travail, moi je me suis intéressée à travers notamment les questions de microcrédit, puisque vous savez que l'Inde, ce sont des millions et des millions de femmes qui sont concernées par le microcrédit aujourd'hui, pour justement faire en sorte qu'elles aient une activité génératrice de revenus. Et ce qui m'a frappée dans mes terrains, justement, c'est pas le fait d'avoir des activités, mais c'est le fait qu'elles aient gagné de, justement, comme on dit le terme qui n'a pas de traduction en français, c'est le fameux concept d'empowerment. Donc, ces programmes d'empowerment qui ont permis aux femmes, justement, dans le cadre de ce self-help group de microfinance, là où elles prennent conscience, ce sont des femmes qui n'étaient jamais sorties de chez elles, qui vivaient avec le pourdain. Donc, elles ont appris à contester aussi, à justement prendre le pouvoir aussi. Ça a été un chemin, puisqu'en Inde, quand même, paradoxalement, c'est le premier pays au monde qui a adopté la discrimination positive, puisqu'aujourd'hui, 50% des femmes participent, il y a un quota de 50% de femmes dans tous les panchayats, c'est-à-dire les communes. Donc, en fait, c'est par ces self-help groups qu'elles sont arrivées au pouvoir petit à petit et que on sait très bien que les femmes qui sont arrivées au pouvoir, il n'y a pas que moi qui le dis, Esther Duflo le dit mieux que moi, à travers des études à grande échelle qui montrent bien qu'elles sont beaucoup plus conscientes justement des problèmes qui peuvent dans leur village, dans leur commune, la lutte contre l'alcoolisme, l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, le droit, et faire respecter les droits. Ça aussi, puisqu'en Inde, il y a une constitution égalitaire, mais qui est confrontée à justement ces lois, ces personal laws, ces lois communautaires. Tout le paradoxe est là en Inde. Et donc, on parle aujourd'hui, ça fera plaisir à notre juriste, à la justice de genre. C'est peut-être un buzzword encore, mais en tout cas, il est tout à fait pertinent dans le contexte indien. Merci Kamala, c'est tout à fait passionnant. Et là aussi, on va certainement pouvoir y revenir, mais il faut poursuivre notre quête, notre questionnement. Et au fond, la centralité du travail, c'est une question posée aux études de genre, bien sûr, mais c'est aussi une question posée au mouvement, et c'est une question posée au mouvement d'émancipation des femmes, mais c'est évidemment aussi une question qui est posée à la sociologie du travail, car le travail d'hier n'est pas celui de demain, et les transformations du travail sont au cœur de nombreux débats. Alors nous nous tournons maintenant vers Michel Lallemand, car peu de sociologues ont comme lui porté ce double mouvement d'une réflexion incessante sur les débats contemporains au sein de la sociologie du travail et d'une volonté de repérer, dans un fidèle compagnonnage avec le MAGE, ce travail du genre au sein de cette discipline. Alors ainsi, selon toi, Michel, qu'est-ce qui, dans le renouvellement des débats contemporains au sein de la sociologie du travail, mais en dehors des études de genre, est susceptible d'ouvrir sur de nouvelles questions au sein des études de genre ? Merci à vous d'abord pour l'invitation. Alors, il est bien sûr difficile de répondre à une si grosse question en 5 minutes, mais je voudrais faire rapidement un aller-retour ou un flashback avec ce qui me semble avoir été un moment fondateur avec le MAGE, et puis en tout cas des questions qui s'ouvrent aujourd'hui, et puis l'illustrer. Première chose, moi ce qui m'a beaucoup frappé quand on revient 20 ans en arrière, c'est l'importance, et ça a été vraiment, je crois, une vraie fondation paradigmatique auquel le MAGE, et notamment Margaret, a participé en contribuant à ce qu'on a appelé une sociologie de l'emploi. Je crois que c'est vraiment un moment de rupture intellectuelle extrêmement fort, qui rompait avec alors on peut en discuter, mais disons que grosso modo avec une sociologie du travail qui était quand même tournée pour l'essentiel à l'industrie, l'homme qualifié, etc. Et là on a eu une première rupture, et cette rupture, elle nous a amené, je crois d'abord à prendre au sérieux l'emploi comme fait social, ce qui n'était pas rien, parce que l'emploi c'était quand même avant tout un objet d'économiste, et prendre l'emploi comme un fait social, ça voulait dire regarder avec des yeux de sociologue ce que signifiaient les conditions d'emploi. Et parmi, par exemple, les résultats que je retiens, il y avait cette idée que on pouvait démonter, si j'ose dire, en tout cas prendre de la distance, toute une série de rhétoriques sur l'usage social de certaines formes d'emploi, à commencer par le temps partiel, et ça Margaret l'a bien montré. Et je pense que les comparaisons internationales aussi ont montré à quel point il y avait des constructions sociales du partage de l'activité homme-femme, avec des choix sociaux et sociétaux qui étaient liés. Donc je crois vraiment, c'est le premier point.
Alors, quand on essaye, 20 ans après, de regarder les choses, au fond, moi, j'ai envie de plaider pour une nouvelle articulation entre le travail et l'emploi, et ça sera le point que je voudrais juste, dans ces 5 minutes, développer. Au risque de la caricature, il me semble que ces 20 dernières années ont été marquées d'abord par des transformations des pratiques sociales, dont nous avons tous été, les uns et les autres, les analystes, déjà du point de vue de la gestion du travail et de l'emploi. Alors, du point de vue de l'emploi, c'est clair, la précarité et le chômage sont restés des constantes malheureusement extrêmement fortes de nos sociétés. Du point de vue du travail, c'est au fond la diffusion de formes de management de postes tayloriens qui ont été déterminants, je crois, de la transformation du travail. Là aussi, on a des analyses assez précises et il y a une forme de consensus, me semble-t-il, pour dire que l'idée d'autonomie sous contrainte explique assez bien ce qui a été déterminant dans les transformations de fond. Donc, transformation des pratiques sociales et avec des permanences. Deuxième chose, c'est que les débats, malgré tout, ont évolué. Alors là, il est difficile quand même de pointer les choses de façon très claire, mais ce qui me frappe, c'est quand même à quel point, justement en raison de ces transformations des formes de management, la thématique des mots MAUX du travail est devenue centrale, non seulement en sociologie du travail, mais dans l'espace public, au risque parfois d'ailleurs, y compris au nom d'une attitude critique, d'invisibiliser les rapports de genre. C'est-à-dire que bien souvent, les mots du travail, c'était le cadre industriel de chez Renault qui met fin à ses jours, en oubliant que les mots du travail, c'est aussi la tonne de boîtes de conserve que les caissières portent chaque jour. Et on sait qu'on a des travaux ergonomiques très précis qui le disent. Et donc là, y compris dans l'attitude critique, il y a parfois des rapports comme ça qui sont occultés. Deuxième élément qui me frappe, c'est que, rappelez-vous, il y a 20 ans exactement, on était sur assistons-nous à la fin du travail. C'était pile poil, les débats à ce moment-là. Bon, on est bien loin de tout ça. Je crois qu'on a répondu par la négative, que bien évidemment le travail n'avait pas disparu. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est le fait que le travail revient en des termes parfois un peu ambigus. Je pense, par exemple, pour être tout à fait précis, à la thématique de la qualité de vie au travail qui était au cœur de l'ANI, l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013. Et on voit bien que cet accord-là, il met des tas de choses. Au fond, dans cet accord-là, la qualité de vie au travail, c'est quoi? C'est aussi bien le stress, le bon travail que l'égalité professionnelle. Donc là, il y a un vrai travail peut-être à faire pour remettre peut-être ces questions-là, les retravailler de façon beaucoup plus précise. Donc des débats qui ont évolué. Troisième chose, ce sont les perspectives théoriques qui ont également évolué, pour le pire, peut-être parfois comme pour le meilleur. Alors, ce qui me frappe quand même, d'abord, c'est peut-être un peu toujours difficile de dire ça, mais quand même, il y a quand même des effets de mode, quoi. Il y a 20 ans, un sociologue du travail, s'il ne parlait pas de Habermas, il était complètement ringard. Il y a 10 ans, si on ne disait pas Hughes dans un exposé, alors là, c'était... Alors aujourd'hui, si on ne dit pas Dewey, on est fini, quoi. Donc là, il y a quand même des effets de mode qui questionnent. Et par-delà l'effet de mode, pour le dire de façon franche et ouvrir le débat, cette espèce de contre-pied radical qui consiste à ne regarder que l'activité aux dépens de l'emploi, parfois m'inquiète beaucoup, parce qu'on regarde le travail sans regarder les travailleurs et les travailleuses, et on fait disparaître du coup les rapports sociaux, et à commencer par les rapports de genre. Donc là, il me semble que dans les débats théoriques, il y a des choses peut-être à reprendre, et donc remettre la question de l'analyse du travail en articulation avec celle de l'emploi. D'où juste une idée pour finir sur ce point-là. Je pense qu'on sait qu'aujourd'hui, et le BIT l'a bien montré, qu'on ne peut pas penser la qualité du travail sans passer la qualité de l'emploi. Il y a des corrélations. On sait aussi que les formes de reconnaissance, le fait de se sentir bien dans son travail est lié avec l'exigence d'un dialogue social dans l'entreprise. On connaît ces relations-là, mais on ne sait pas bien éclairer les mécanismes qui les relient. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a toute une série de chantiers qui s'ouvrent devant nous. Je prends un exemple parmi 1000, celui des stages. Alors là, vraiment, les stages, c'est quand même quelque chose de complètement nouveau. Ça a explosé à partir de 2005-2006. Et donc là, c'est vraiment un espèce de no man's land qui pose la question du statut du travail, parce qu'on est entre le travail, la formation, etc. Et on voit bien que se joue là la recomposition du travail. Et on sait bien aussi, par les rares enquêtes que l'on connaît, que là aussi, il y a des rapports de genre qui méritent d'être regardés de près. Parce que les stages courts, avec des mauvaises conditions de travail, qui débouchent sur des conditions d'emploi, elles sont plutôt
au désavantage des femmes que celle des hommes. Donc là, il y a toute une série de chantiers qui questionnent de façon concrète à la fois les conditions de travail et à la fois les conditions d'emploi, tout en nous invitant, nous posant la question de ce qu'est le travail aujourd'hui. Merci beaucoup Michel Lallemand pour ce panorama. On voulait aussi te faire parler plus précisément de ton travail le plus récent, notamment ta dernière enquête sur les hackers, qui met en scène des objets nouveaux liés notamment au numérique et à la robotique. Et on se demandait ce que l'émergence de ces nouveaux objets permettait de penser dans une perspective qui croise donc genre et sociologie du travail. Oui, alors là, c'est aussi une jolie question à laquelle je ne m'attendais pas, merci. Mais non, c'est une vraie question. Alors, juste, je vais donc parler terrain, en fait, pour pouvoir illustrer les choses, parce que je trouve que c'est plus rigolo. Donc, dans notre laboratoire, on a... donc, je dois dire que je travaille avec Isabelle Berube-Hoffman et Marie-Christine Bureau sur, justement, ces nouveaux espaces intermédiaires qu'on appelle les Fab Labs, et notamment les hackerspaces. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai passé un an à San Francisco. Donc, les hackerspaces sont des lieux physiques où se retrouvent des jeunes gens et qui inventent d'autres manières de coopérer, de travailler, etc. Et souvent avec une culture technique. Alors ce qui m'a beaucoup frappé en passant du temps avec eux, beaucoup de temps, d'abord c'est de voir que le profil était un profil assez typique de jeunes trentenaires, blancs, hommes, issus des classes moyennes. Donc là, vous voyez, là on a un profil qui est très très clair. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que la question du genre ne se pose pas. Eux-mêmes se la posent. Alors, premier résultat, c'est lorsque j'ai regardé les différents espaces comme ça de hackers dans la baie de San Francisco, ce qui m'a beaucoup frappé, pour un Français naïf comme moi, c'est la structuration communautaire de ces espaces. Donc vous avez un espace pour les jeunes blancs anarchistes, un espace pour les pères de famille quarantenaires, un espace pour les minorités ethniques auxquelles on ouvrait les portes aussi aux LGBTI, et puis il y avait, pour la première fois au monde, un espace pour les femmes. Donc il y avait un truc qui s'appelle Hackermans, et donc qui est le premier hackerspace pour femmes. Et le but du jeu, m'ont-elles expliqué, c'est qu'on avait affaire à ces jeunes femmes trentenaires qui ont souvent épousé des jeunes ingénieurs brillants, etc., qui ont 2-3 enfants, et elles se sont saisies de la philosophie du hacking pour dire on en a marre de ce rôle social dans lequel on est enfermé, et donc on va ouvrir un espace dans lequel on va mettre en commun nos ressources et redonner droit à notre créativité. Et donc c'est une façon de redécouvrir le plaisir du travail tout en se saisissant de la philosophie hacker. Alors ça ne veut pas dire que dans le quotidien, et notamment dans le hackerspace où j'ai passé beaucoup de temps, qui est un espace anarchiste, que les rapports de genre vont de soi. Déjà, lorsqu'on regarde l'ensemble des chiffres, chez les hackers, c'est une population majoritairement masculine. Ça va, selon les espaces, entre 70% et 90% d'hommes. Hein, bon. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a quand même une espèce de conscience, parce que ce sont des espaces très militants, et donc il y a ça aussi entre la mauvaise foi, parce que souvent quand même, c'est des travaux collectifs, il faut se soucier de faire tourner le hackerspace, et pour les aspects domestiques, eh ben, c'est quand même plutôt du côté féminin que le souci est là, mais en même temps, il y a cette volonté, par exemple, de se frotter à la littérature féministe. Et je me souviens, à Noisebridge, il y a eu un corner, vous savez, un atelier qui a été ouvert. C'était lecture de textes féministes à destination exclusive des hommes. Donc il y a quand même cette idée qu'on va avancer sur le sujet. Alors, cette idée qu'il y a des enjeux qui sont liés à tout ce qui est numérique, mouvement hacker, geek, etc., fait qu'aujourd'hui, on a un mouvement féministe qui s'est développé au sein du monde geek. Alors, je crois qu'un moment important, ça a été en 2011, où il y a eu la fondation d'une association internationale qui est très présente sur les réseaux et sur les blogs, et qui s'appelle Geek Girl. Donc, il y a une conscience féministe parmi les geeks pour pouvoir promouvoir toute une série de choses. Alors, qu'est-ce qu'elles font très concrètement ? Eh bien, elles ont des objectifs. Donc, on voit qu'il y a des actions collectives qui sont très, très claires autour de tout ça. Première chose, c'est promouvoir l'idée que la culture technique et scientifique n'est pas simplement une affaire d'hommes. Et non seulement c'est pas simplement une affaire d'hommes, mais elles vont jusque dans le domaine des jeux également. Parce que vous savez, les jeux vidéo, c'est très très présent dans la culture geek. Et donc elles disent c'est aussi une affaire de filles, etc. Donc il y a tout un travail pour pouvoir déconstruire cette culture qui est quand même une culture
fortement, qui associe fortement geek, homme et cette compétence qui serait liée à la fabrication des codes, etc. Et puis, deuxième chose, elles agissent de façon très concrète sur un ensemble de points qu'elles repèrent. Alors, je voudrais juste vous en donner des illustrations. Première chose, Élise, il faut en finir avec le syndrome du nice guy. Voilà, en finir avec le syndrome du nice guy, c'est-à-dire que, vous savez, le monde des geeks, c'est un monde, on est tous cool, quoi. Donc, on a les cheveux bleus et tout ça, c'est cool. Mais derrière cette cool attitude, il y a parfois aussi des formes de violence douce qui peuvent se traduire par des rapports d'agression, etc. Donc c'est vraiment cette attention-là au nice guy qui est notamment au cœur de l'agenda de l'action collective de ce mouvement féministe. Deuxième chose, c'est l'idée qu'il faut dénoncer le syndrome de l'imposteur. Alors ça veut dire quoi le syndrome de l'imposteur? Vous voyez que dans ce monde geek a inventé des formes de collaboration horizontale. Et c'est ça qui fait l'intérêt. On sort des bureaucraties, etc. Mais ça veut dire qu'on travaille, on collabore sous les yeux des pairs. Et donc il y a un jugement horizontal permanent. Et ce qu'elles ont très vite repéré, les geek girls, c'est que en fait, souvent les filles ont tendance à se dévaloriser davantage que les autres, à se sentir davantage imposteurs que les garçons dans ce système de régulation sociale. Donc ça, voilà. Troisième illustration, je pourrais en donner d'autres, c'est aussi démonter les stéréotypes à partir d'exemples très précis, par exemple les t-shirts. Vous savez que dans les manifestations geeks, il y a souvent des ventes d'autocollants, de littérature, etc. Et puis il y a des t-shirts. Et ce qui les énerve beaucoup, c'est le fait qu'il y a des t-shirts unisexes d'un côté, puis des t-shirts féminins de l'autre, et les tailles sont toujours inférieures, on ne supporte pas les gens qui seraient en surpoids, donc il y a une représentation stéréotypée de ce que doit être la féminité geek, donc contre lesquelles elle lutte de façon extrêmement précise à partir de ces terrains-là. Voilà, donc je finis juste pour dire qu'à mon avis, le numérique, de manière plus générale, est un chantier qui s'ouvre devant nous, et que de ce point de vue-là, aussi bien du côté du travail que du côté du genre, il y a vraiment beaucoup à faire. Voilà, merci à vous. Merci vraiment beaucoup. Alors on va changer totalement d'univers de travail en s'adressant, en se tournant vers Christelle Avril, à une autre extrémité en fait des mondes du travail, et notamment pour interroger le développement des emplois à domicile et de services à la personne, qui eux aussi évidemment interrogent les notions même de travail, mais aussi d'emploi, et renvoient par conséquent à nouveau à la question de la centralité du travail. En gros, un travail oui, mais pour quel travail et pour qui, et un emploi oui, mais pour quel type d'emploi et pour qui? Je laisse la parole à Jacqueline d'abord. Bon, si tu poses la question. Ah oui, c'est moi qui pose la question. C'est tellement harmonieux notre partage. C'est ça, le scénario est complexe. Donc Christelle, dans vos travaux récents sur les emplois de service à la personne, vous soulignez le fait que des femmes de plus en plus nombreuses gagnent leur vie dans des emplois consistant à travailler à domicile et à faire des tâches propres proches du travail domestique. Alors au fond, je dirais la continuité, disons, de cette interrogation sur la centralité du travail, comment, à votre avis, ces évolutions interrogent précisément les questions du rapport au travail et la question de la centralité du travail aujourd'hui? Je vous remercie pour la question. Donc, depuis une trentaine d'années, en effet, les emplois comme ceux de femmes de ménage, d'assistantes maternelles, d'aide à domicile se sont considérablement développés. C'est un phénomène bien connu. Et du point de vue de la condition des femmes, ce ne sont pas tout à fait des emplois comme les autres, puisqu'ils consistent à réaliser des tâches proches du travail domestique dans des domiciles privés. On peut légitimement se demander ce que ce type de travail fait à ces femmes, au genre, au rapport de force entre les sexes, et se questionner sur l'intérêt pour les femmes de milieux populaires à investir un tel type de travail. Alors je voudrais faire 3 remarques à ce sujet et je m'appuierai principalement sur une recherche portant sur les aides à domicile. Alors je ne reprends pas tellement à mon compte l'expression de service à la personne. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à penser qu'on gagne à ne pas homogénéiser ces emplois précisément pour penser l'articulation entre genre et travail. Je pense moi que par exemple le fait d'être assistante maternelle et de travailler chez soi toute la journée est fondamentalement différent de la situation d'une aide à domicile qui se rend au domicile de personnes âgées 4-5 fois par jour. Et donc je me centrerai là ici principalement sur les aides à domicile.
Alors, je voudrais commencer par souligner, ce sera ma première remarque, que pour ces femmes, de leur point de vue, l'entrée dans ces emplois signifie bien une entrée ou un maintien sur le marché du travail et en aucun cas une forme de retour au foyer. Pour reprendre un résultat de sociologues qui sont parmi nous aujourd'hui, ces femmes tiennent à leur emploi. Et j'ajouterais que malgré la faiblesse juridique de ces emplois, qui est indéniable bien sûr, elles tiennent à leur emploi. Il faut avoir à l'esprit que nombre de ces femmes ont un conjoint ouvrier au chômage ou en pré-retraite et que par leur travail, ce sont elles qui font vivre leur ménage, ce qui prend une signification tout à fait particulière dans leur milieu. Mais ce n'est pas seulement ça. Alors je prendrai qu'un exemple tiré de mon livre, celui d'une aide à domicile yougoslave dont le mari est artisan. C'est un couple plutôt riche, hein. Ils ont un pavillon, une BMW, hein, ce qui fait beaucoup parler tout le monde. Et à un moment, je demande à cette aide à domicile, mais pourquoi tu fais de l'aide à domicile? Et elle me répond, pour travailler à l'extérieur, pour ne pas rester à la disposition permanente de son mari. Donc voilà, c'était ma première remarque. Ces femmes que j'ai rencontrées, en tous les cas, elles perçoivent cette entrée dans l'aide à domicile comme une manière quand même de se maintenir sur le marché du travail. Je voudrais à présent faire une deuxième remarque sur cette fois les effets négatifs que peut avoir ce travail sur ces femmes. Il est bien évident que faisant des tâches domestiques à longueur de journée, ces femmes sont, à travers ces emplois, socialisées ou resocialisées à faire des tâches domestiques. Et là-dessus, j'irai même plus loin que l'idée qu'on peut en avoir, et j'insisterai sur un point. Les femmes de milieux populaires qui entrent aujourd'hui dans l'aide à domicile n'ont pas nécessairement été socialisées, comme les générations précédentes, à faire des tâches domestiques. C'est d'ailleurs l'un des grands drames des directeurs ou directrices d'associations. Elles adhèrent au rôle domestique transmis par leur mère, mais elles viennent désormais de familles où les fratries sont beaucoup plus petites et où elles ont été relativement épargnées par le fait de faire les tâches domestiques. Leurs parents, y compris de milieu populaire, sont gagnés par la légitimité scolaire et leur demandent pendant leur enfance de se consacrer à leurs études. De ce point de vue-là, on peut dire effectivement que ces types d'emplois et leur développement ont un effet de resocialisation de certaines générations de femmes de milieu populaire à des tâches domestiques. Mais, et ce sera ma troisième et dernière remarque, même sur ce plan, les choses ne sont pas si simples. Et je me concentre là vraiment sur les aides à domicile et c'est vraiment une situation tout à fait différente, à mon avis, chez les femmes de ménage et les assistantes maternelles. Lorsque des aides à domicile se rendent 4 à 5 fois par jour chez des personnes âgées pour y faire le ménage, elles ne sont pas du tout en train de faire le ménage chez elles. D'abord, même si elles sont mal payées, elles sont payées. Il y a donc un prix à leur effort. Par ailleurs, elles découvrent une grande variété de manières de faire le ménage. Et elles découvrent notamment toutes les manies domestiques des unes et des autres. Elles découvrent que pour chaque personne âgée chez qui elles vont, chacune a son idée sur ce que c'est que le travail domestique et le présente comme une évidence. Et ça, elles y sont confrontées 4 ou 5 fois par jour. Il y en a une qui leur dit « mais si tu ne sais pas qu'on fait la poussière avant l'aspirateur » et l'autre « tu ne sais pas qu'on fait l'aspirateur avant la poussière » et tu sais pas... Et donc, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, en étant confrontées à cette grande variété de manières de faire le ménage, ces femmes-là comparent leurs interventions, comparent les pénibilités induites par leurs interventions et finalement sont conduites d'une certaine manière à dénaturaliser le travail domestique. Alors je donne le cas qui est sûrement un peu extrême, mais en tous les cas, j'ai rencontré une aide à domicile sénégalaise qui vient d'un milieu de classe moyenne au Sénégal, qui était commerçante, qui au début en France a été commerçante et puis ça n'a pas tenu et elle a fini par entrer dans l'aide à domicile. Et au moment où elle est entrée dans l'aide à domicile, elle a dit à son mari, moi je ne fais plus le ménage à la maison. Je le fais 4 à 5 fois par jour, donc je ne le fais plus. Et moi je suis allée manger chez elle, et effectivement, donc il y avait le mari, c'était lui qui avait fait la bouffe aussi. Et donc voilà, tout ça pour dire que les effets en fait, de ce type d'emploi ne sont pas donnés d'avance, en tous les cas, sur ce rapport au travail domestique. Alors par-delà le rapport au travail domestique, on pourrait encore citer plein de petites choses qui font de ce travail un vrai travail pour ces femmes. Par exemple, contrairement à une représentation commune, les aides à domicile, moi que j'ai rencontrées, elles ne sont pas isolées dans la journée, puisqu'elles vont chez 4 ou 5 personnes différentes par jour, donc à chaque fois chez plusieurs commerçants
pour chacune de ces personnes, elles se donnent des rendez-vous dans les rues. Moi, je ne peux plus traverser la ville où j'ai enquêté sans rencontrer plusieurs aides à domicile, etc. Donc il y a des formes d'isolement relativement au monde ouvrier, ça ne fait aucun doute, mais pas autant peut-être que par exemple chez des femmes de ménage qui, elles, ne voient jamais les personnes pour lesquelles elles travaillent. On pourrait aussi souligner que toutes les tâches qu'elles font ne relèvent pas toujours nécessairement du travail domestique, puisque certaines d'entre elles investissent des tâches de soins qui, à domicile, sont faites par des infirmiers ou des infirmières libérales, et comme les toilettes par exemple. Ces formes de soins vont donner lieu à des primes, à des gratifications symboliques. Voilà, je conclurai là-dessus. Dans tous les cas, et même si les effets de ces emplois ne sont pas univoques, les femmes que j'ai rencontrées préfèrent être dans ce secteur que dans celui, par exemple, de l'hôtellerie ou de la restauration, où elles trouvent les horaires absolument intenables. Et en ce sens, ces emplois sont bien pour ces femmes une façon d'entrer et le plus souvent en réalité de se maintenir sur le marché du travail, puisque pour la plupart elles sont relativement âgées, ce qui est encore plus vrai pour les femmes de ménage que pour les aides à domicile. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Mais pour prolonger encore un tout petit peu, dans une réponse peut-être un petit peu plus courte, au fond, non, mais parce que là, je crois que vous avez... comment ? Voilà, non. Que reste-t-il au fond d'un rapport spécifique et pourquoi pas naturel des femmes à ce qu'on appelle le care ? Parce que quand on voit les travaux que vous avez conduits, quand on analyse toutes les caractéristiques de ce travail et de ces emplois, au fond, ils n'apparaissent pas comme des emplois féminins, mais bien comme socialement construits pour être assignés aux femmes. C'était un peu la deuxième dimension du... Alors, oui, je vais essayer de répondre plus rapidement, alors c'est ça C'était pas du... Bon, je vais quand même me lancer dans mes 3 remarques et puis voilà, on lancera des pistes pour la discussion. Donc c'est peut-être pas inutile, puisque votre question porte sur le care, de commencer par rappeler très succinctement quels sont les usages de cette notion dans le champ français en réalité, parce que en réalité dans les recherches de langue anglaise, la notion n'est pas du tout utilisée ou débattue de la même manière qu'en France. En tous les cas, il existe plusieurs usages en France de ce terme. Il existe un usage à la fois qui est politique de cette notion, qui va être mobilisé par des courants qui vont être proches du matérialisme féministe et qui désigne par travailleuse du care ce qu'on pourrait appeler une nouvelle forme de prolétariat mondialisé. Donc dans ce cas-là, le concept désigne une nouvelle division mondiale du travail qui conduit entre autres des femmes des pays du Sud à migrer, à quitter leurs propres enfants pour aller travailler, garder ceux des femmes des pays riches. Donc ce sont des travaux qui s'inspirent notamment de Romero, de Pareñas, etc. Bon, je passe très vite. Il existe en fait dans ce courant, si vous voulez, l'intérêt de mobiliser travailleuses du care, c'est précisément de ne pas rentrer dans le détail des situations de travail, puisque c'est de mettre en avant une exploitation commune à des femmes qui vont être dans des situations juridiques et du point de vue du travail, dans des situations un peu différentes, mais qui ont en fait un point commun du point de vue de la division sexuelle et mondialisée du travail. Il y a un deuxième sens à cette notion qui a été notamment effectivement développé par Gilligan et qui a été dégenré par Tronto, on peut le dire très rapidement. Le concept désigne désormais, en fait, c'est plutôt le concept dans ces cas-là de l'éthique du care et qui désigne désormais une attention soutenue à l'autre en vue d'améliorer son bien-être et qui n'est pas censé s'appliquer aux femmes en particulier, qui présente l'intérêt de mettre l'accent sur des dimensions peu regardées au bas de l'échelle des services, la morale, mais présente l'écueil de contenir d'emblée une connotation positive, cette idée que le soin à autrui s'accompagne du souci du bien-être d'autrui. Alors à partir de ma recherche, j'ai été amenée pour des raisons évidentes à réfléchir au rapport des femmes de milieu populaire à une éthique du care dans la sphère professionnelle. Alors, c'est à partir de cette réflexion que j'en viens à ma deuxième remarque. Donc, en enquêtant ces femmes qui, à longueur de journée, travaillent auprès de personnes âgées, j'ai découvert tout simplement qu'il ne suffit pas d'être ce que certains travaux appellent travailleuses du care pour mobiliser ce que d'autres travaux nomment une éthique du care.
Une partie des aides à domicile que j'ai enquêtées ne sont pas à proprement parler dans la sollicitude. D'abord, elles essayent autant que possible d'avoir les personnes âgées les moins dépendantes, de ne surtout pas faire de soins. Elles n'aiment pas parler avec des personnes âgées, par exemple, qui ont la maladie d'Alzheimer. Quand je suis sur le terrain, elles me disent « vas-y, va discuter avec la mamie », ça c'est le truc qu'elles ne veulent pas faire. Et surtout, elles n'ont pas de registre moral, en fait, lorsqu'elles se retrouvent à faire des toilettes ou tout simplement à faire la cuisine. Comme elles disent, torcher les vieux, ça ou autre chose, c'est pareil. Et beaucoup d'entre elles refusent également explicitement de s'occuper d'enfants, en plus de leurs heures d'aide à domicile, car les enfants, c'est trop chiant, c'est trop de responsabilités. Et ce n'est pas pour autant que ces femmes, si vous voulez, sont dénuées de morale. Bien sûr, cette fraction des aides à domicile ne représente pas l'ensemble des femmes de milieux populaires, mais ce cas montre juste qu'à trop mettre l'accent sur une éthique du care, on prend le risque de passer à côté de la diversité interne des rapports au travail et des pratiques de travail des femmes de milieux populaires. Je voudrais enfin, et ce sera ma troisième remarque, m'arrêter. Une minute. Ouais, une minute. Donc je voulais parler de ces aides à domicile. Effectivement, certaines d'entre elles vont mobiliser une éthique un peu du care, au sens où elles vont dire qu'elles aiment s'occuper de personnes âgées, qu'elles font ça parce qu'elles aimeraient qu'on le fasse pour leur mère. Donc elles vont mobiliser tout un registre d'ordre moral. Ces femmes-là, y compris ces femmes-là, le fait de mobiliser le registre de l'éthique du care est aussi insuffisant pour comprendre le rapport moral de ces femmes aux autres. Pourquoi? Alors je donne un tout petit exemple et je termine là-dessus. Certaines de ces femmes que j'ai suivies, par exemple, dans leur travail, face une aide à domicile, par exemple, face à une personne âgée qui se lève plus du tout, qui se lave plus, qui veut plus s'habiller, l'aide à domicile va se donner son petit objectif de faire se relever cette dame, se laver, s'habiller, etc. D'un certain point de vue, on peut dire ça, c'est de la sollicitude, c'est de l'attention à autrui, etc. Ce qui est sûrement vrai. Mais ça n'épuise pas en fait les raisons pour lesquelles cette femme fait ça. Parce que si vous la suivez toute la journée dans son travail, vous allez voir assez rapidement qu'une des pénibilités de ces femmes, c'est la monotonie au travail. C'est que c'est répétitif, c'est monotone. Les personnes âgées ne parlent pas forcément, n'ont pas forcément grand-chose à raconter ou répètent tout le temps la même chose. Et pourquoi cette femme-là fait ça? C'est aussi pour rompre la monotonie au travail. Elle se donne un petit objectif, celui de faire remarcher cette dame, celui de la faire se lever, s'habiller, etc. Et qu'en se donnant ce petit objectif, comme l'a montré Roy pour les jeux des quotas pour les ouvriers, elle se donne un objectif et elle se prouve à elle-même qu'elle a une valeur professionnelle en atteignant cet objectif. Donc je voulais juste dire que cette éthique du care, c'est une dimension très importante, mais elle ne doit pas venir masquer toute une autre manière de rendre compte en fait des rapports très complexes que ces femmes ont à autrui et à leurs intérêts personnels aussi. Voilà. Merci beaucoup Christelle. Pardon de vous avoir bousculé parce que ce sont des éléments très importants sur ces emplois dits de care que vous nous livrez. Alors maintenant, on se tourne vers Nathalie Lapeyre et on va se tourner vers la question suivante, enfin, je dirais la dimension suivante, et on va examiner avec Nathalie, sociologue du travail, donc ce que la prise en compte de dimension de l'expérience jusque-là peu enquêtée est susceptible de venir modifier dans l'analyse de la division sexuée du travail. Alors Nathalie, tu travailles depuis plusieurs années sur la ségrégation sexuée au travail et tes enquêtes t'ont conduite assez récemment, je crois, à appréhender cette question sous un jour nouveau en tenant compte notamment de l'analyse des sexualités. Et au moment de préparer cette table ronde, tu nous disais que tu voyais dans ce jour nouveau un nouveau champ de recherche susceptible de renouveler, en tout cas en partie, l'étude féministe du travail. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu cette découverte ?
Merci Isabelle. Alors moi je travaille depuis une quinzaine d'années sur les questions de féminisation des groupes professionnels et il est vrai que l'analyse des sexualités n'est pas l'entrée principale de mon travail de recherche qui se situe vraiment au cœur des réflexions du MAGE, et notamment sur la centralité du travail dans les processus d'émancipation des femmes. Mais mes dernières enquêtes de terrain m'ont conduit à m'interroger en tout cas sur les sexualités. Elles portent notamment sur la mise en œuvre des politiques d'égalité professionnelle et de diversité au sein d'une grande entreprise. Et elles sont menées dans le monde de l'aéronautique et elles m'ont notamment permis d'observer des milieux de travail qui sont peu mixtes, où les femmes y représentent entre 5 et 10% maximum des effectifs, et notamment au sein des métiers industriels et technologiques de pointe. Donc dans ce contexte, il est question de répondre à l'énigme suivante, finalement, pourquoi le peu de femmes qui sont embauchées dans ces métiers techniques, et notamment dans les ateliers de fabrication et d'assemblage des avions, ne s'y maintiennent pas finalement dans la durée. Alors de manière assez massive, ce qu'on voit, c'est que les ouvrières, comme les techniciennes et comme les ingénieurs aussi, opèrent une bifurcation professionnelle assez rapide, à 5 ans, voire à 10 ou 15 ans vraiment pour les plus endurantes. Et en fait, c'est bien plus qu'une bifurcation qui se joue là, c'est une véritable réinsertion professionnelle. Et ça se joue notamment dans un passage qui est bien connu, celui des activités dites de cœur de métier, à des métiers plus support. Et ces fonctions support, elles sont plus périphériques, plus féminisées, aussi peu reconnues. Parfois même, elles sont considérées comme des parasites à éliminer de toute urgence dans les organisations. En tout état de cause, ce sont des métiers pour lesquels ces femmes n'ont a priori aucune compétence professionnelle, auquel cas il leur faut repartir de zéro ou presque. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation récurrente? Et notamment une fois qu'on a objectivé finalement un à un tous les mécanismes structurels qui sont déjà bien connus pour expliquer ces phénomènes d'exclusion. Donc on en a parlé aujourd'hui, diplôme, socialisation, articulation travail-famille, culture d'entreprise, implication au travail, etc., etc. Donc qu'est-ce qui résiste finalement encore à nos analyses? Et là, on voit que d'autres éléments qui sont plus latents, qui sont davantage insaisissables, apparaissent. Et on peut les regrouper autour des problématiques de sexualité, mais c'est en fait beaucoup plus large que ça. En fait, il s'agit plutôt des questions des corps au travail, du rapport au corps, ou de l'incongruité de la place des femmes et de leur corps au sein des espaces de travail qui sont extrêmement marqués par la virilité. Donc, que faire de cette analyse de la place des corps qui sont difficilement neutralisables dans les organisations de travail? Donc, certes, la question n'est pas nouvelle, et finalement, tout un pan de littérature a souligné déjà à quel point la contribution des corps qui sont vulnérables, qui s'usent, est centrale dans l'activité de travail, et quelques travaux de recherche abordent ces questions, connectées ou pas à un questionnement autour de la division sexuelle du travail. Mais ce qu'on voit, c'est que dans la perspective de mise en œuvre d'une politique d'égalité professionnelle, les organisations résistent à les prendre en compte, et ça renvoie au tabou dans lequel la question des sexualités finalement est cantonnée au sein des organisations. Alors pour illustrer cette idée, je vais évoquer brièvement quelques situations où la place des corps sexués au travail pose problème, et autour par exemple du port des vêtements de travail, pour faire un peu écho là aux Geek Girls dont parlait Michel Lallemand. Par exemple, du côté des ouvrières et des techniciennes, elles se plaignent par exemple d'être mal à l'aise dans des bleus de travail qui sont pensés pour des hommes. Donc ils sont trop grands, ils sont trop larges, ils sont trop raides. Pour les adapter à leur morphologie, donc, de nouveaux bleus de travail ont été élaborés et dessinés. Résultat, ils sont davantage près du corps, ils sont ajustés à la taille, ils mettent en valeur la poitrine et les fesses. Avant, les ouvrières et techniciennes passaient relativement inaperçues et ressemblaient plutôt à des sacs à patates. Après, finalement, elles ont des tenues de travail beaucoup plus saillantes et qui sexualisent notamment leur corps. Donc elles sont l'objet de remarques sur leur physique au sein des collectifs de travail masculin où elles évoluent, et souvent seules. Et donc ça crée un effet collectif immédiat. On dirait qu'ils n'ont jamais vu une femme de leur vie, dira une technicienne. Comme le souligne la responsable diversité de l'entreprise, en voulant bien faire, on a fait pire. Du côté des femmes cadres et ingénieurs, la situation n'est guère meilleure. Notamment pour celles qui travaillent en tant que chef d'équipe. Elles se retrouvent par exemple dans l'impossibilité de porter un uniforme quasi obligatoire qui est celui de la chemise blanche. Ces chemises sont notamment pensées pour des hommes qui ont tout le temps chaud,
Vous voyez le stéréotype. Et là, frileuse ou pas, elles refusent de les porter. Et notamment parce que les chemises sont trop transparentes, le tissu est trop fin, on voit leur soutien-gorge dessous, et elles ont l'impression d'être nues, finalement, quand elles passent dans les ateliers, ou bien quand elles vont faire le tour d'inspection de la chaîne d'assemblage, sous le regard appuyé des hommes. Donc résultat, là, les femmes dérogent à la règle, elles sortent du rang, ce qui crée l'incompréhension des ressources humaines. Et au-delà de la sexualisation des corps par les vêtements de travail, ce sont également les rapports de séduction qui agissent comme un rappel à l'ordre quotidien de l'emprise du genre. Et finalement, ces phénomènes de drague plus ou moins lourdes peuvent par exemple intervenir en début de réunion, histoire un peu d'anéantir l'adversaire. Ah, aujourd'hui on est bien entouré, c'est bien agréable. Non, moi ça me fait pas plaisir d'entendre ça. Je suis pas là pour ça, disent les femmes cadres. Et elles sont déconcertées d'avance pour la tenue des réunions, qui ont souvent par ailleurs des aspects assez stratégiques pour elles. Donc à cela s'ajoute tout le panel finalement de blagues douteuses qui sont le reflet du sexisme ordinaire au sein des organisations. Et finalement, il est à souligner qu'en toute situation, ou quasiment, l'absence de réaction du management intermédiaire pour réguler ces situations est assez remarquable finalement. Et ça peut amener jusqu'à des situations finalement de violence directe au travail et de harcèlement avec toutes les gradations finalement possibles et imaginables. Et enfin, l'exclusion des femmes passe aussi par la question de la proximité des corps des femmes et des hommes dans certaines tâches de travail. Et c'est le cas, par exemple, sur mon terrain, des électriciennes qui sont issues des tâches de câblage électrique localisées dans les ailes des avions, qui sont des espaces extrêmement étroits pour certains modèles d'avions. Et on peut observer que malgré le tabou de l'homosexualité au sein des organisations, là, l'hyper-promiscuité finalement des hommes entre eux, voire le corps à corps, dans ce cas-là, finalement bénéficie de la plus haute tolérance sociale. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, on peut penser, et comme que sexualité et travail ont tendance à s'être construits comme des objets antagoniques au sein de la sociologie féministe française. Alors selon des enjeux dont tu parlais tout à l'heure, Daniel, de concurrence et parfois de confusion d'ailleurs de ce qu'on entend par ces termes-là. Mais en tout cas, ce qui ressort, toi, de ton exposé, visiblement de ton expérience, c'est que le croisement entre les deux peut être fécond. Est-ce que tu pourrais expliciter rapidement, évidemment, ce qui te semble particulièrement fructueux dans ce croisement-là? Je vais faire vite. Alors c'est vrai que tous ces exemples autour des mécanismes d'exclusion des femmes au travail, il y en a bien d'autres, ont pour point commun un rapport à la sexualité. Et notamment, ils laissent les femmes quand même relativement atomisées au sein des collectifs de travail masculins, là, pour cet exemple. Et en tout cas, ils entraînent des situations de travail qui sont extrêmement usantes, aussi bien physiquement que nerveusement. Et résultat, elles fuient cette pénibilité. Donc la question des rapports au corps et de sexualité apparaissent donc centrales dans ces facteurs d'exclusion. Elles peuvent même être considérées comme un des butoirs finalement de ces politiques d'égalité professionnelle. Et c'est en cela finalement que le croisement des deux approches serait susceptible de renouveler les modes d'appréhension finalement des inégalités professionnelles. Alors c'est vrai qu'on connaît bien comment s'opère la fabrique des différenciations genrées au travail, comment le sexe des organisations agit, mais n'étant pas interrogé finalement dans le cadre de ces politiques, ça reste un angle mort finalement de l'action et un élément aussi central dans la reproduction des inégalités. Donc ainsi, au lieu d'opposer travail et sexualité, notamment en se demandant qui va prendre l'ascendant sur l'autre, dans une perspective qui ressemble un peu à une lutte de champ, de recherche, il semble du coup beaucoup plus pertinent de tenter de les penser ensemble, et c'est pas une menace pour le coup, mais bien au contraire. Et la question du rapport au corps et aux sexualités peut offrir un moyen donc non seulement de renouveler, mais également de complexifier aussi nos cadres analytiques du travail. Alors, c'est vrai qu'on est face à toute une nébuleuse d'éléments qui sont un peu disparates sur le terrain, mais qui font sens quand même quand on a en tête le fil rouge des sexualités et du rapport au corps, finalement, au prisme du genre. Et il apparaît clair quand même dans les organisations que la présence des femmes empêche quelque chose de tourner en rond, quelque chose qui n'est pas réellement de l'ordre du disciple et qui rejoint finalement la longue liste des sujets tabous au sein des organisations de travail. Alors, lors d'une discussion sur le
terrain quand j'ai suggéré à la responsable diversité que le maillon manquant finalement à la chaîne d'intelligibilité de l'exclusion des femmes se trouvait peut-être du côté de la sexualité ou des sexualités. Elle m'a simplement dit, j'ai compris, un déclic finalement, tout faisait sens et c'était l'évidence même, alors que cette personne s'épuise inlassablement depuis plusieurs années à mettre en œuvre des politiques finalement pour maintenir les femmes dans des lieux où tout les exclut. Donc, nous sommes donc là face à une richesse, je pense, et une opportunité, et autant de pistes prometteuses pour finalement renouveler et peut-être redynamiser nos cadres d'analyse et nos cadres interprétatifs. Et en tout cas, autant de nouvelles clés peut-être pour agir sur les dynamiques d'exclusion des femmes au travail qui font qu'elles n'ont jamais ni le bon corps, ni le bon sexe, ni le bon genre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie. On arrive à notre dernière intervention pour cette dernière table ronde. On voulait pour finir interroger le poids des générations et des disciplines et notamment la prééminence de la sociologie au sein des études de genre en France pour continuer de cerner cette question de l'affirmation, la réaffirmation, la relativisation de la centralité du travail. Et donc pour cela, on a demandé à Laure Beverini, dont les travaux se trouvent à la croisée de la sociologie et de la science politique, pour comprendre un peu tout ça. Et notamment, on voulait te demander comment tu avais situé tes recherches par rapport à la sociologie de la division sexuelle du travail, puisque tu viens de la sociologie et c'était le prisme important au moment de ta formation. Comment tu t'es positionné par rapport à cette sociologie-là et quel déplacement tu as pu opérer, notamment pour déboucher sur ce que tu as appelé l'espace de la cause des femmes? Ok, merci pour cette question. Donc, je vais moins parler de mes travaux que peut-être de mon rapport subjectif à ce cadre théorique très important. Donc effectivement, ce dont je vais parler, c'est de l'histoire d'un rapport assez ambivalent à cette tradition très riche de l'analyse des rapports sociaux de sexe et de la division sexuelle du travail en France. À la fois, ça a été un cadre extrêmement structurant pour moi, qui structure encore énormément mon travail, et en même temps, ça a été à un moment donné, notamment pendant mon travail doctoral, un écran en fait à l'analyse que j'ai dû provisoirement mettre à distance pour pouvoir objectiver le mouvement des femmes, qui était mon objet de recherche. Alors, je voulais juste rappeler en premier lieu que quand cette problématique de la division sexuelle du travail a marqué fortement ma formation initiale, c'est-à-dire quand je me suis engagée dans ces recherches au tournant des années 2000, en préparant l'agrégation de sciences sociales dans laquelle il y avait une question féminin-masculin à l'époque, eh bien, ces textes de sociologie, d'anthropologie, genre et travail, même si ça ne s'appelait pas comme ça à ce moment-là, étaient centraux. Et voilà, donc ils ont d'ailleurs été à l'origine de mes premiers sujets de recherche, parce que j'ai fait un mémoire de maîtrise sur les femmes physiciennes il y a assez longtemps. Et finalement, ce cadre, encore une fois, je ne l'ai jamais abandonné. Il m'a d'abord, d'une certaine manière, il m'a amené vers ma famille théorique, académique, politique et bien au-delà. Mais en fait, quand j'ai poursuivi en doctorat mes recherches, j'ai choisi un tout autre objet de recherche. J'étais passionnée par les débats politiques, et à ce moment-là, il y avait une controverse qui faisait beaucoup de bruit dans l'espace public, c'était la question de la parité. Et donc, j'ai commencé à travailler sur cette controverse d'un point de vue sociologique, et en particulier à travailler sur le mouvement qui avait porté cette cause de la parité et cette réforme. Et pour travailler sur cet objet, en fait, j'ai plus ou moins inconsciemment, je m'en suis rendu compte plus tard, été amenée à mettre à distance donc ce cadre théorique de l'analyse sociologique genrée féministe du travail. D'abord parce que j'aurais pu analyser la division sexuée du travail militant, mais c'était pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était d'analyser les dynamiques de légitimation d'une cause féministe, enfin d'une cause portée par le mouvement des femmes dans l'espace public. Et pour analyser ça, en fait, je me trouvais assez dépourvue en termes de cadre théorique, et notamment tout ce courant de la sociologie féministe du travail n'avait pas, bien sûr, n'avait pas fait des mouvements féminins et féministes un objet central d'analyse. Alors on peut avancer une explication disciplinaire d'abord.
c'est que les mouvements des femmes et féministes sont des mouvements sociaux, enfin en tout cas des mouvements politiques, et donc peut-être plus analysés par une discipline comme la science politique que par la sociologie. Mais en même temps, il me semblait, et je me suis rendu compte assez vite, que cet angle mort en fait dans l'analyse des mouvements féminins et féministes dans la sociologie féministe française était aussi lié à un rapport organique, enfin un rapport très étroit que cette sociologie et les sociologues qui portaient ces savoirs avaient au mouvement, et qui rendait particulièrement difficile l'usage de leur cadre d'analyse pour objectiver ce mouvement. Grosso modo, c'était très difficile d'utiliser un cadre d'analyse qui dérivait très très directement d'une certaine tradition féministe pour analyser d'un point de vue sociologique le mouvement des femmes. Et je pense par exemple à des normes savantes qui sont indissociablement des normes savantes et politiques qui structurent beaucoup ce courant, comme l'anti-essentialisme ou la critique radicale des rapports de pouvoir, et qui sont en fait des reflets d'une certaine vision du féminisme, et qui, d'une certaine manière, finalement faisait écran à une objectivation des mobilisations autour de la cause des femmes de manière plus générale. En plus, les sociologues du travail, les sociologues féministes du travail étaient pour beaucoup très engagés dans les controverses autour de la parité, pour ou contre la parité, plutôt contre, et donc elles étaient aussi, d'une certaine manière, des objets de mon enquête. Et donc, tout ça pour dire que finalement, je me suis trouvée devant la nécessité de trouver d'autres cadres théoriques. Alors bien sûr, il ne fallait pas que je m'éloigne de la sociologie, de l'analyse féministe et du genre, parce que si je me tournais vers la sociologie des mouvements sociaux, là j'avais des analyses complètement aveugles au genre, avec des cadres de définition, des protestations complètement androcentrées qui ne me permettaient pas du tout de saisir les mouvements féminins et féministes. Et ce que j'ai dû faire, en fait, en quelque sorte, ça je m'en suis rendu compte a posteriori, c'est des déplacements disciplinaires, en fait, aller voir du côté de l'histoire des femmes et du genre, de la théorie politique féministe et de l'analyse genrée des politiques publiques, en allant trouver des travaux qui étaient en partie des travaux de chercheuses françaises, alors bien sûr en histoire des femmes dans la grande tradition, dans la riche tradition ouverte par Michel Perrault et par toutes les historiennes des mouvements féminins et féministes, mais qui m'a aussi conduit à aller beaucoup voir des auteurs en théorie politique comme Anne Phillips ou comme Jane Mansbridge, ou alors des politistes comme Jane Jensen, ou encore des historiennes du genre un peu à l'intersection avec la théorie politique comme Joan Scott. Et en fait, c'est vraiment en allant butiner dans ces différents cadres théoriques que j'ai pu construire en fait le cadre qui m'a servi à comprendre mon objet de recherche, l'espace de la cause des femmes. Parce que ça me permettait en fait de saisir des protestations qui ne se présentaient pas nécessairement comme féministes, qui rompaient en très large partie avec l'héritage du MLF ou du féminisme radical, des protestations qui avaient mobilisé des femmes qui ne se pensaient pas forcément comme militantes, qui se pensaient plutôt comme des participantes d'un mouvement associatif, etc. Et des protestations qui engageaient des femmes dans des lieux qui n'étaient pas reconnus comme le mouvement des femmes. Par exemple, au sein des partis, dans les bureaucraties étatiques, au sein des universités, etc. Donc voilà, ça m'a permis d'une certaine manière, cette rupture provisoire, de construire un cadre qui me permettait, me semble-t-il, d'objectiver ce mouvement. Merci beaucoup, Laure. Pour tout à fait finir, et aussi parce que tu as déjà un peu écrit là-dessus, est-ce que tu penses que le moment historique de ton entrée dans, le moment où tu as commencé ta thèse, notamment le début des années 2000, a-t-il pu agir sur ta façon d'appréhender ton objet de recherche en dehors de l'analyse du travail ? Oui, le fait que je sois entrée dans ce champ de recherche au tournant des années 2000, en même temps qu'une cohorte relativement importante de jeunes chercheuses de ma génération, effectivement joué un rôle important dans la manière dont j'ai choisi mon objet et conduit mes recherches. D'abord, le contexte était vraiment propice à l'analyse de nouveaux objets, et en particulier des politiques d'égalité. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à travailler sur la parité, les questions d'égalité des sexes étaient au cœur des controverses publiques, étaient de plus en plus visiblement politisées, et faisaient l'objet d'une série de politiques publiques de plus en plus visibles,
donc autour de la question de la représentation politique des femmes, mais aussi de des violences contre les femmes, de l'égalité professionnelle, etc. Et en fait, ce contexte rendait assez naturel le fait de faire une thèse sur une politique d'égalité. Mais en même temps, on ne disposait pas de personnes pour nous encadrer. Enfin, on avait peu de personnes en France susceptibles d'encadrer des thèses de sociologie des politiques d'égalité. Et ce choix était quand même toujours un peu considéré comme fragile et peu légitime parce que dicté par des considérations un peu extérieures aux dynamiques du champ académique. C'est-à-dire, on allait chercher un sujet d'actualité, on essayait de l'objectiver sociologiquement. Et finalement, ce cadre, enfin cette absence ou cette espèce de vide de cadre théorique pour l'étude des politiques d'égalité en France à ce moment-là, même si c'était vertigineux et un peu inquiétant sur le moment, voilà. A posteriori, je me suis dit que ça nous avait ouvert, ça avait ouvert le champ des possibles pour un certain nombre de chercheuses de ma génération. Je pense par exemple à Éléonore Lépinard ou Marilyn Lieber qui ont commencé leurs travaux à peu près au même moment que moi. On a été d'une certaine manière contrainte de bricoler notre propre cadre théorique en allant butiner dans diverses traditions et en articulant du coup cette très forte tradition du féminisme matérialiste français et de la sociologie des rapports sociaux de sexe, qui était vraiment une spécificité française, avec des traditions théoriques assez différentes, qui paraissaient à l'époque peut-être un peu incompatibles, en tout cas difficilement articulées, difficiles à articuler les unes aux autres. Et là, je voudrais souligner l'importance qu'ont eu des lieux de sociabilité entre pairs, entre jeunes chercheuses et chercheurs, l'atelier genre à l'EHESS, Effigie, l'association Effigie qui a été créée au début des années 2000, et puis des lieux peut-être plus informels autour de séminaires de recherche à l'école des hautes études, par exemple celui de Rosemarie Lagrave, qui a joué un rôle important. Donc c'est pas simplement des réseaux horizontaux, je veux dire, il y a eu des passeuses très importantes, j'ai pas cité tout le monde, mais voilà. Donc ce séminaire de Rosemarie Lagrave a joué un rôle important parce qu'il nous a réunis d'abord en tant que jeunes chercheuses, on était nombreuses à être soit sous sa direction, soit à assister à son séminaire, mais en plus Rosemarie Lagrave permettait aussi de construire une sorte de juste distance au mouvement des femmes et aux politiques d'égalité, parce qu'elle avait travaillé sur le mouvement des femmes et le mouvement féministe français dans une perspective qui essayait de combiner objectivation sociologique et cadre féministe. Voilà, et donc je voulais juste terminer en disant que ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on a construit notre cadre théorique non seulement un petit peu à l'écart de la sociologie du travail, féministe du travail, mais aussi à l'écart de la science politique française. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a commencé, on était en sociologie et on n'était pas du tout intégré dans les réseaux de la discipline sciences politiques en France, qui était à l'époque assez peu ouverte au genre. Et c'est que plus tard, en fait, qu'on a pu rencontrer des chercheuses qui provenaient davantage de cette tradition disciplinaire. Bon, je pense à Catherine Achin, par exemple, qui a parlé tout à l'heure, voilà, et donc toute cette équipe qui avait travaillé autour de l'invention de l'élu, une enquête sur la mise en application de la parité. Il y a eu une rencontre qui s'est opérée assez tardivement, mais donc ça n'est pas, là encore, la science politique qui a été le cadre théorique marquant de mes travaux, mais aussi, à mon avis, d'autres travaux menés à peu près au même moment. Merci beaucoup, Laure, pour ce marathon. Bon, donc, évidemment, notre cœur saigne parce qu'il est 5h moins 25, et donc 6h moins 25, oui. Je rêve. Les questions qu'on rêvait de poser, justement, donc voilà, enfin tous, est-ce qu'on va pouvoir les poser? Je me parle. Oui, devant la grande maîtresse de cérémonie, on peut poser une ou deux questions. Bon, donc est-ce qu'il y a une ou deux questions? Évidemment. Merci. Alors là, vous allez nous faciliter la tâche. Oui, d'accord. À propos de cette question des corps, que je trouve tout à fait passionnant, moi, il me semble que ça met en lumière une chose, c'est qu'il ne saurait y avoir de lieu neutre qui puisse échapper à la prédation sexuelle.
C'est-à-dire que, alors c'est pas une prédation qui peut aller jusqu'au viol, ça peut commencer par un regard, même non perçu comme tel, mais il n'y a pas de neutralisation possible dans notre société, notre représentation, qui échappe à la prédation sexuelle. Voilà, alors évidemment, il y a tout ce qui concerne le harcèlement, les plaisanteries, enfin, et c'est pourquoi il n'y a aucun manager qui régule. Parce qu'ils partagent aussi ce point de vue. Là où il se trouve des femmes et des hommes, forcément le primat, c'est celui de la prédation sexuelle. Et c'est là où les femmes diffèrent des hommes. Nathalie, tu veux réagir par rapport à la question. C'est quand même fondamental, cette question. Qu'il ne puisse pas y avoir de neutralisation, alors que le lieu du travail devrait postuler une neutralisation, puisque c'est réglé par d'autres impératifs. Oui. Tu veux réagir Non, sinon je partage assez votre point de vue. Sinon, voilà, inviter à avoir une réflexion un peu plus systématique là-dessus et essayer de réfléchir à des politiques ou des régulations pour permettre de faire en sorte que les managers, hommes ou femmes, réagissent à ce type d'affront. Merci. D'autres questions? Oui, j'avais une question à la même personne et qui allait dans le même sens. Vous avez dit que vous aviez été voir la personne responsable de la diversité dans l'entreprise et que l'éclairage que vous aviez apporté l'avait éclairé. Ma question était, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quelle a été la réponse face à ça? Donc ça va tout à fait dans le sens de la question qui avait été posée par madame, sauf que moi je n'y réponds pas, je la pose. Le problème, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a fait ce constat, c'est qu'à l'heure actuelle, on sèche complètement. Et voilà, et donc là du coup c'est le point de départ pour essayer d'inventer de nouvelles stratégies, mais peut-être au niveau macro plus politique, faire en sorte que les lois peut-être sur le harcèlement sexuel soient davantage, voilà. Ce constat n'a pas débouché sur quelque chose qui a été concret, vous avez parlé de choses très concrètes. Pour l'heure, c'est en réflexion. Alors, il y a des choses qui sont menées, type sensibilisation, stéréotypes, etc. Il y a des choses qui sont faites. Mais de toute façon, ça ne change pas sur le fond ce problème fondamental. D'autres questions encore Oui. Oui, là. J'aurais une question plutôt pour Monsieur Lallemand. Concernant le rapport entre travail, activité et emploi. J'ai beaucoup aimé et apprécié votre intervention, surtout les exemples avec lesquels vous avez illustré la ségrégation ethnique, sexuée, qui avait été déjà mise en lumière par l'école de Chicago il y a très longtemps, mais qui apparemment aux États-Unis persiste. Et ma question serait de savoir, dans ce rapport, puisqu'on peut répondre peut-être par la négative à la question posée par Dominique Méda sur la fin du travail. Donc non, c'est pas la fin du travail, mais quel travail et quelle émancipation pour la femme dans cette non-disparition du travail. Merci pour la question. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre, surtout en 30 secondes. Moi, j'aime bien quand même qu'on puisse maintenir, en tous les cas, en sociologie, l'idée d'émancipation, parce que je crois qu'il faut qu'on assume effectivement notre position aussi d'ouvrir des horizons normatifs nouveaux. Et vraiment, je vous remercie d'utiliser ce vocabulaire-là. Ce qui me frappe, en tout cas dans les expériences que j'ai regardées, c'est que cette émancipation, elle s'articule autour de deux enjeux. Le premier, ça serait un enjeu d'autonomie au travail, c'est-à-dire l'idée qu'on essaye de sortir de formes de domination qui sont instituées dans les entreprises traditionnelles en mettant justement en question notamment les hiérarchies verticales, quoi. Ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est l'autonomie du travail, qui est jamais vraiment posée dans le champ de la sociologie du travail, et consiste cette fois-ci à s'émanciper du poids du marché, et du poids du marché qui se traduit très concrètement par des impératifs de production, il faut être toujours innovant, etc. etc. Alors, dans cet aspect-là, comment on articule le rapport de genre? Très franchement, je suis incapable de voir à partir de mes expériences si, par exemple, c'est plutôt des hommes ou des femmes qui vont porter ça. Tout ce que je peux dire, et ça fait écho directement à la question précédente, c'est que c'est peut-être le poids de la culture américaine, mais peut-être que les collègues qui sont
sont là, qui sont américains pour le dire, c'est qu'aux États-Unis, dans ces espaces-là, dès qu'il y a un soupçon d'harcèlement sexuel, on ne plaisante pas et on vire les gens. Alors ça, vraiment, je peux vous dire que là, il n'y a pas du tout de discussion possible. J'ai vu 1000 fois ce genre de cas dans ces espaces-là. Et dont un des cas, un jeune garçon, geek, etc., qui a eu un geste déplacé, il s'est fait virer manu militari par l'ensemble de la communauté, et 2 jours plus tard, il y avait son nom sur Internet de manière visible. Donc on invente aussi dans ces espaces-là, au nom de l'émancipation, des manières de faire, quelle que soit d'ailleurs l'histoire de la personne avec le collectif, quoi. Merci Michel. Donc je crois qu'il faudrait encore une toute dernière question. Alors... Oui, c'était juste en lien avec les remarques qui avaient été faites et puis l'analyse de Nathalie Lapère. Je voudrais dire qu'au niveau de l'enseignement, et en particulier des sections de technologie industrielle, on trouve, avec des filles qui sont très très minoritaires, on trouve exactement les mêmes phénomènes. C'est-à-dire que ça se poursuit depuis déjà l'école. Et donc, ce n'est pas étonnant que ça continue dans l'entreprise. Voilà, je crois qu'on peut arrêter là. Il faut qu'on arrête, malheureusement. Merci à tout le monde.